Bien, je pense que nous allons commencer. Bonjour à tous et bienvenue à notre séminaire virologie. Alors c'est un peu une première pour moi, ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de présenter en live, je dirais. Bon, mais la situation et les conditions font que nous avons organisé ce webinaire. Tout d'abord, donc, je suis Eric Beau, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis votre contact commercial pour la société Twist. Nous avons aussi dans le call de la société Twist Yann Merlet, qui est notre support technique et qui pourra répondre à toutes vos questions techniques. Donc, nous avons aujourd'hui un agenda qui est le suivant. Donc, je vais vous faire une courte présentation de nos innovations et de nos applications en virologie avec nos produits. Puis ensuite, nous aurons trois présentations d'utilisateurs, à commencer par l'Institut Pasteur avec Marc Monod, qui est responsable de la plateforme Biomix. Nous avons ensuite une présentation de Bénédicte Roquebert de la société Cerba, du laboratoire Cerba Pôle Infectiologie, qui est microbiologiste dans ce laboratoire. Et nous finirons par une présentation de Placide Mbala, qui est en direct d'Afrique et qui nous parlera de l'approche de capture panvirale. Je vous rappelle quelques points. Vous allez rester muté lors de ce meeting, donc vous ne pourrez pas prendre la parole en direct. Par contre, vous avez une boîte questions-réponses dans votre boîte de dialogue où vous pourrez poser les questions par écrit. Après chaque présentation, on aura un peu de temps pour répondre aux questions. Et donc, je lirai les questions et la personne intervenant pourra répondre aux questions. Voilà, pas de points particuliers supplémentaires. Si on aura une enquête de satisfaction, vous aurez une enquête de satisfaction à la fin du séminaire. C'est juste une petite minute à remplir. Donc, je vais commencer avec ma présentation. Quelles sont les nouveautés en virologie chez Twist Biosciences, avec pour commencer, pour vous rappeler, ceux qui ne connaissent pas la société, le principe ou le savoir-faire de la société repose sur la synthèse d'ADN et tout a été développé aujourd'hui, c'est-à-dire les supports, tout ce qui est recherche et développement porte sur notre cœur de métier qui est la synthèse d'ADN. Plutôt que de travailler sur une plaque 96, on travaille, comme vous le voyez à droite, sur une plaque en silicium qui comporte 9600 puits sur cette plaque, qui est de la taille d'à peu près d'un iPhone, un peu plus grosse. Et dans chacun de ces puits, on a 121 nanopuits que vous voyez représentés ici, ce qui nous apporte bien sûr une puissance de feu, une flexibilité, puisqu'on peut adresser dans chacun des puits exactement la synthèse de l'ADN que l'on veut. Alors, on a travaillé bien sûr sur ce support que l'on fabrique en interne. On travaille continuellement sur l'amélioration de ce support. On a aussi travaillé sur les rendements de couplage de manière à optimiser d'une part l'exactitude, la vitesse d'exécution et la qualité de nos synthèses. Alors, nous adressons différents marchés aujourd'hui. Outre le NGS, nous sommes présents sur, bien sûr, la synthèse de gènes, l'oligopool et les librairies pour tout ce qui est test de nouvelles molécules pour les biotech, les pharma. Et puis, le dernier marché où nous sommes présents, et nous sommes même les meneurs, leaders, c'est le stockage de l'information sur ADN, si vous en avez entendu parler, avec une publication toute récente, une alliance entre Microsoft, Illumina et Twist sur l'optimisation du stockage de l'information sur ADN, qui sera l'avenir du stockage de l'information plutôt que de travailler sur des bandes magnétiques comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, si on en revient au NGS lui-même, juste 2 points au niveau technique, encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas nos produits. On a travaillé sur 2 points essentiels. Le premier, c'est l'uniformité. L'uniformité de nos sondes, et là vous avez le process qui est représenté ici, le process de fabrication de nos sondes. Vous avez une première étape qui est l'étape de synthèse, où on va au maximum conserver cette uniformité de synthèse, quel que soit le pourcentage de GC. Mais là, vous n'avez pas un produit qui est suffisamment
concentré ou important pour vous fournir un produit de capture. Donc, en interne chez nous, on procède à une étape d'amplification de chacune de ces de ces sondes. Et c'est ici un point critique. On a travaillé sur les méthodes d'amplification, on a une méthode propriétaire qui permet de conserver cette uniformité. Et ça, c'est essentiel. C'est le point qui fait notre différenciation par rapport à nos concurrents aujourd'hui. De manière ensuite, alors on a une étape bien sûr de validation et de contrôle qualité, de manière ensuite à vous fournir un produit qui soit le meilleur possible en termes d'uniformité. Alors non seulement on a travaillé sur cette étape de fabrication des sondes, mais aussi on a couplé à ça en amont développer les logiciels de design pour optimiser bien sûr ces designs et cette synthèse de sondes. Et le deuxième point qui est important dans nos sondes, on a des sondes qui sont 120 bases double brin ADN, et double brin, c'est le point important, qui est encore plus important dans votre domaine d'application en virologie, puisqu'il va apporter de la diversité à la banque que vous allez préparer. C'est-à-dire que dans votre cas, en virologie, on a souvent des ADN ou des ARN qui sont faiblement représentés dans un échantillon, en fonction d'une charge virale, par exemple. Eh bien, le fait de travailler sur du double brin, on va augmenter la diversité de la banque, on va avoir moins de duplicats lors du séquençage, et puis on va avoir une meilleure, bien sûr, uniformité sur les échantillons dégradés. Voilà, si c'est deux points à retenir, deux points techniques, ce sont ceux-ci, qui vont apporter derrière sur la qualité de la séquence en uniformité, en performance, en flexibilité, bien sûr, vous l'avez compris, puisqu'on peut faire à la fois des panels fixés, mais à la fois des panels custom. Et ces deux points vont apporter des économies de coûts sur le coût de séquençage en lui-même, avec cette uniformité qui apporte en fait la capacité de multiplexer plus d'échantillons par run de séquence. Voilà, j'en ai fini avec la technique. C'était les deux points importants que je voulais vous présenter. Aujourd'hui, pour cette application en virologie spécifiquement, nous avons, eh bien, avec le contexte actuel, travaillé et développé différents produits, différents outils que je vais vous présenter assez rapidement ici. Alors, le premier, c'est bien sûr un produit qui s'adresse au SARS-CoV-2. Nous avons deux sets de produits aujourd'hui disponibles, que ce soit des ARN de contrôle ou un panel d'enrichissement pour séquencer le SARS-CoV. Alors, sur les contrôles, nous avons 7 contrôles différents aujourd'hui SARS-CoV-2 qui couvrent la quasi-totalité de chacun des génomes. Nous avons, ce sont des fragments qui font à peu près 5 kb, 6 fragments de 5 kb, non overlappants et qui couvrent, donc, je vous l'ai dit, la quasi-totalité des génomes. Ils sont fournis en tube de 100 microlitres à une concentration environ d'1 million de copies par microlitre. Voilà, les voilà représentés ici, les 7 contrôles, différentes souches, différentes, vous voyez, provenances. On a la souche française ici disponible qui en contrôle 7. Ces contrôles sont utilisés aussi bien pour de la PCR ou pour du NGS, et encore une fois, totalement synthétiques et couvrant le génome. Pour ce qui est du panel de capture, donc là on est plutôt dans le typage du virus, donc le séquençage de la totalité du génome du virus. On a développé un panel spécifique qui fait environ 1000 sondes, qui cible la totalité du génome et qui apporte des performances qui sont assez élevées, avec une sensibilité très haute et une exactitude bien sûr de capture assez intéressante. Et ça fera l'objet donc d'une présentation, la présentation de Marc Monod juste après ma présentation sur les résultats obtenus sur ce panel. Deuxième panel dont je voulais vous parler, c'est le panel respiratoire. Respiratoire qui a été optimisé sur, on a 29 virus différents qui sont ciblés, vous les avez représentés ici. Nous avons 18 000, un peu plus de 18 000 sondes qui ciblent ces 29 virus, et puis nous avons des sondes supplémentaires qui vont permettre de typer certains virus qui sont donc des sondes additionnelles sur certains virus, comme ici le virus de la grippe, les virus A et B, et puis des virus, des rhinovirus. Donc vous avez 4000 sondes aussi sur les rhinovirus. Donc c'est un panel qui fait 41 000 sondes au total et qui cible l'ensemble de ces virus respiratoires, donc les 29 virus.
C'est un panel qui a été développé en collaboration avec la société OneCodex, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement on peut vous fournir le kit de capture seul, mais aussi une solution globale avec le kit de capture et la solution d'analyse informatique qui va vous permettre de sortir des rapports pour chacun de vos échantillons. En parallèle, nous avons, de la même manière que pour le SARS-CoV, sorti les contrôles RN, les contrôles virus respiratoires, pardon. De la même manière, ils sont disponibles pour la PCR et pour le NGS, bien sûr. Ils ciblent, pardon, excusez-moi, la totalité des génomes, et vous avez la liste ici, vous avez 18 contrôles sur les panels respiratoires. Je vais finir avec, alors pardon, excusez-moi, les panels respiratoires. Donc c'est Bénédicte Roquebert, bien sûr, qui vous fera une présentation sur ce panel respiratoire avec les premiers résultats obtenus en live. Enfin, donc, le dernier panel qui est à disposition, et c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est le panel Panviral qui a changé de nom, qui devient le Comprehensive Viral Research Panel, basé sur le premier panel qu'on avait développé et sur lequel portera notre dernière présentation tout à l'heure. Nous avons lancé aujourd'hui même, c'est une coïncidence, mais c'est vraiment aujourd'hui, j'ai reçu les slides dans la nuit. Donc, c'est un nouveau panel qui a été développé donc avec 3153 virus qui sont ciblés, plus de 15 000 souches différentes, avec un panel qui fait 1 million de sondes. Donc là encore, il a été celui-ci développé en collaboration avec OneCodex. La chose qui change par rapport à notre panel Panvirus, notre première version, c'est que là, on utilise la totalité des réactifs Twist, donc il est totalement supporté par un workflow Twist, et il peut être utilisé pour détecter donc des virus ADN ARN simplement à double bras. Voici les familles de virus qu'il détecte donc. Vous avez la totalité ici représentée, ou encore dans ce tableau. Donc je vous laisse regarder. Pour finir, donc, je n'irai pas plus loin parce que vous avez toutes les informations disponibles sur notre site et n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter, Yann ou moi-même. Ici, sur notre site, sur Twist Biosciences, ressources et technical resources, vous avez la totalité des informations sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui, que ce soit les panels sur le SARS-CoV-2, le respiratory ou le compréhensible, le dernier, ou les contrôles SARS-CoV-2 et respiratory panel. Donc vous avez à la fois des fiches produits, mais vous avez aussi des notes d'application, des notes techniques que vous pouvez charger directement sur notre site. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Je vais ouvrir la boîte questions. Il n'y a pas de questions ouvertes. Une petite minute, si vous voulez poser une question par écrit, il n'y a pas de problème. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc je suis vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions ultérieurement et répondre à vos questions sur ces produits. Donc, on va passer donc à la première présentation de nos utilisateurs. Donc, Marc Monod, responsable de la plateforme Biomix à l'Institut Pasteur, qui va nous parler de séquençage du SARS-CoV-2, une étude qui a été réalisée, une étude comparative qui a été réalisée sur des échantillons à faible positivité. Donc, je vais arrêter de partager mon écran et puis je vais donner la main à Marc. Bonjour à tous, alors je vais partager mon écran. Donc, je vais vous présenter l'étude qui a été faite sur des échantillons donc, à faible positivité qui s'appelle CaptureCov et qui a été financée par l'Institut Pasteur et d'autres, dont des sondes Twist qui nous ont été fournies gracieusement. Alors, l'objectif de ce projet, c'était de séquencer directement le génome complet du SARS-CoV-2
à partir d'échantillons de patients avec des très hauts CT. Donc, on a implémenté un protocole de capture avec des sondes spécifiques, donc ciblant uniquement le SARS-CoV-2, ou des sondes PAN, c'est-à-dire ciblant plusieurs types de virus, comme vous l'a montré Eric. Alors, à l'Institut Pasteur, les échantillons SARS-CoV sont testés par qPCR et en fonction de leur CT, il y a une méthode de séquençage. Donc, le Centre national de référence va séquencer directement jusqu'à un CT25, c'est-à-dire des échantillons qui sont plutôt avec des quantités de virus intermédiaires, par la méthode métagénomique shotgun. Ensuite, la méthode qui était au début de ce projet mis en œuvre était une méthode d'amplification par amplicon et permettait d'obtenir des séquences virales jusqu'à un CT de 30, voire un tout petit peu au-delà. Nous avons proposé donc de mettre en place une méthode de capture avec les différentes sondes en utilisant donc des CT supérieurs à 25, vu que la méthode était totalement automatisée en dessous de 25. Donc, la méthode de capture se passe par la fabrication de librairies NGS classiques avec un index par patient. Ensuite, on pool, on enrichit en séquences virales grâce aux sondes qui sont fournies et cela permet de séquencer de beaucoup moins, donc d'avoir un effort de séquençage beaucoup plus réduit. Le design du projet, après un premier test qui a réussi avec quelques échantillons, nous avons eu la chance d'obtenir des échantillons de 20 échantillons provenant de 5 groupes, donc DCT autour de 26, DCT autour de 29, 4 autour de 32, 4 autour de 35. Il faut savoir que pour le CNR, 35 est la limite de positivité, et ensuite des échantillons c'était 36 à 39 qui étaient considérés par le CNR comme négatifs, mais qui sortaient quand même en qPCR. La méthode ensuite était de synthétiser des brins d'ADN-C, premier brin, deuxième brin, de faire des librairies de séquençage que nous avons commencé par séquencer via une méthode shotgun classique pour voir le nombre de rides collant sur le génome de SARS-CoV-2 que l'on récupérait. Ensuite, nous avons soumis ces librairies à plusieurs sondes de capture, donc ciblant directement le SARS-CoV-2, une provenant de Twist, une provenant de Arbor, et deux pan-virales, donc une provenant d'Illumina et l'ancienne de Twist qui ciblait à peu près 1000 génomes virales. Nous avons ensuite séquencé et réalisé une batterie d'analyse, donc quality control, le mapping sur le génome de SARS-CoV-2, une étude taxonomique, surtout dans le cadre des pannes virales, et un assemblage des nouveaux. Première chose, ici vous trouvez tous les échantillons avec les CT, donc les groupes A, B, C, D, E. Il faut savoir que les échantillons en dessous d'un CT de 25 sont séquencés directement à peu près autour de 20 millions de rides par échantillon. On voit ici que le pourcentage de génome récupéré est finalement assez bas. Même au CT26, on ne récupère pas un génome total. Bien sûr, les CT29, 32, on en voit de moins en moins. Cela est confirmé quand on séquence directement nos échantillons et on voit qu'on a un nombre de rides qui collent sur le génome du Covid assez faible, quelques dizaines pour les CT 25-26 et quelques rides dans le cadre des CT plus importants. Et après, on ne retrouve pratiquement pas. Donc ici, il est important de noter qu'il y a une échelle log sur l'échelle des Y. Donc on va 0, 10, 100, 1000. À partir de 1000 rides ciblant le génome du SRAS, on considère qu'on a une couverture de 100X. Il s'agit de rides en PRN 150. Et nous avons, pour simplifier, normalisé tous les séquençages à 1 million de rides. Les méthodes de capture, donc les premières dont je vous montre le résultat, sont des méthodes de capture qui ciblent directement le génome du SRAS. Et on voit qu'on a un enrichissement assez impressionnant, vu qu'après capture pour les sondes Twist et Arbor, on a entre 87 et 92% pour le groupe A, donc pratiquement plus que des rides du SARS-CoV. Pour le groupe B, on est plutôt autour de 60-70. Le groupe C, avec un CT30, donc quand même très peu de virus dans l'échantillon de patients, on a encore entre 15 et 30. Et le groupe D,
on a encore 2 échantillons sur 4 qui sont détectables et qui donnent une quantité de séquences assez importante. Pour les échantillons qui étaient considérés comme négatifs par le CNR, on n'a aucun RID présent. J'ai noté pour la capture Arbor qu'il s'agit d'une double capture, ce qui complique un petit peu, qui allonge un petit peu la manip de 3 jours. Donc, avec ces échantillons, donc, vous voyez ici, j'ai mis le résultat pour le kit Twist. Nous avons pu obtenir, avec un nombre de reads qui est 100 fois moins que celui qui est normalement utilisé pour la métagénomique shotgun, donc dans les 300 000, 500 000, par rapport à 20 millions. La couverture est très forte pour les échantillons autour de CP26. On récupère 100% du génome et donc en 100% du génome quand on colle, quand on mappe sur le génome de référence. Et il est aussi possible de réaliser un assemblage de novo, c'est-à-dire direct, à l'aveugle, et on obtient un génome qui est pratiquement à 100% reconstruit. Pour les échantillons ACT autour de 29, c'est le même résultat, avec un tout petit peu moins bon dans le cadre du de novo. Pour les échantillons plus tardifs, c'était autour de 33. Là, on n'en récupère plus que 2 sur 4 avec 2 partiels. Et bien sûr, l'assemblage de novo est encore plus compliqué. Les échantillons encore plus tardifs, c'était 35. On en récupère 2 sur 4. Voilà. Et après, les échantillons encore plus loin, on récupère vraiment que quelques rides. Il est important de noter qu'une couverture à 100% du génome de référence va donner ce genre de graphique. On voit que toutes les bases du génome sont recouvertes. Alors bien sûr, ce n'est pas totalement homogène, hein. Il y a une préférence, voilà, il y a une quantité de virus soit différente, soit il y a des préférences pour les sondes. Et après, on voit que pour les génomes partiels, par exemple ici, on n'a que 28% des bases qui sont recouvertes avec une couverture de 18. Alors il est tentant de se dire qu'il suffit d'augmenter la couverture pour obtenir le génome complet, ce que nous avons testé. Et nous avons augmenté le séquençage de cette librairie en particulier à un facteur vraiment important, à 20 fois plus. Et nous avons remarqué qu'il restait partiel, c'est-à-dire que dans l'échantillon de patients, ce n'était pas un génome complet que nous avions, mais un génome partiel, en tout cas selon nos résultats. Ensuite, vous avez les résultats avec, en orange et en vert clair, les sondes panvirales, donc qui ne ciblent plus que le SARS-CoV-2, mais un panel de génome viral. Alors, on voit que les kits, en fait, Twist, ça marche un petit peu moins bien, mais bon, c'était l'ancienne version. Pour les kits Illumina, nous avons eu 2 versions à la chaîne. Une première qui donnait une quantité de read tout à fait convenable, mais avec une version améliorée. En effet, la première version d'Illumina contenait énormément de gènes contrôle humain qui avaient tendance à épuiser la réaction. Alors, ce qu'il est intéressant de faire quand on a un panel, c'est de regarder finalement la taxonomie. Donc, on voit pour le groupe A qu'on a une quantité de virus SRAS, on va dire entre 16 et 78% du séquençage. On voit que dans le panel, il y a d'autres virus qui sont présents à une quantité assez faible, des contrôles humains qui sont, eux, présents, qui montrent que la capture a marché. Bien sûr, le reste, c'est de la séquence humaine. Il peut y avoir quelques bactéries et des virus. Quand on regarde globalement tous les résultats avec les CT 29, 33, 35 et les négatifs, on voit une représentation et certaines choses sont intéressantes à noter. Première chose, on voit que dans certains cas, on a de l'on-target, c'est-à-dire que les sondes ont trouvé quelque chose, mais cette chose n'est pas le SRAS, malgré que le CT soit considéré comme positif. Donc, allons voir plus précisément cet échantillon. Donc, finalement, quand on a regardé cet échantillon, on s'est rendu compte que l'échantillon contenait non pas du SRAS, mais un autre pneumovirus qui, potentiellement, a donné un résultat positif en qPCR. Donc, ça reste de l'on-target. Donc, c'est un résultat intéressant. Pour ce qui est de l'off-target, c'est-à-dire les sondes n'ont pas récupéré les virus, mais il y avait finalement autre chose dans l'échantillon et toujours très peu de SRAS.
Donc, nous regardons un petit peu, donc on voit par exemple ici à peu près 50% de bactéries, ce qui est intéressant. Mais au final, on voit qu'il y a un tout petit peu d'on-target qui sont à chaque fois le human mastadenovirus. Peut-être qu'il y a une réaction croisée. Donc, on a un petit peu ce coup-là de l'off-target et de l'on-target dans les mêmes échantillons. Alors, ce qu'il est intéressant de retenir, c'est que nous avons mis en place un système de capture, un protocole simplifié. Nous avons aussi développé pendant cette analyse finalement des nouveaux analyses pipeline basées sur Kraken 2 et nous sommes en cours de publication. On espère rapidement. Nous avons utilisé ces méthodes pour d'autres projets de l'Institut Pasteur et du réseau, donc sur des échantillons Kawasaki, donc c'est une maladie infantile, sur des échantillons neuro-Covid, donc des symptômes neurologiques du Covid. À chaque fois, ces échantillons avaient des forts CT, des très hauts CT, qui étaient en partie considérés comme négatifs par le CNR. Donc, nous avons peut-être pu récupérer, en fonction des projets, visualiser finalement que le SAS était bien présent. Nous avons eu aussi des projets qui ont été déposés à l'Institut Pasteur. Je vous en ai mis un qui consistait à infecter des chauves-souris avec le génome du SRAS, des chauves-souris sensibles, pour voir comment réagissait la transcriptomite dans ces cas-là. Alors, je voulais remercier le CNR qui nous a donné accès à ces échantillons, le groupe RNA qui se pliait des amplicons et surtout le financement donc, du groupe spécialisé, le SPICE, dirigé par Mallory Perrin-Wolf, qui nous a permis donc, de financer ce projet. Et bien sûr, tous les autres membres de l'équipe qui ont continué à travailler durant le premier et le deuxième confinement et nous ont permis de libérer du temps pour réaliser cette étude. Donc voilà, j'arrive au bout de ma présentation. N'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Merci. Donc, je repasse la main à Eric. Merci Marc pour cette présentation. On a une question. Bonjour, avez-vous été en mesure de détecter des variants du SARS-CoV? Alors, je remets mon micro. Alors, oui, on peut détecter des variants du SARS-CoV, en tout cas dans les échantillons à fort CT. Il faut une couverture importante pour pouvoir faire du variant de calling. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres publications qui le montrent, c'est aussi puissant la capture que de faire de la métagénomique directe, c'est-à-dire il n'y a pas d'amplification qui puisse biaiser finalement la méthode. Donc oui, il est possible de le faire et ça sera dans la publication. Bien sûr, les variants ne sont pas des variants majeurs, hein, sinon nous aurions déjà publié. Très bien, merci. Pas d'autres questions. Moi, j'avais une question, Marc. Vous n'utilisiez pas avant les produits Twist. Comment vous avez perçu dans le laboratoire la prise en main de la techno et du workflow? Alors, dans ce projet, nous avons utilisé finalement des banques Illumina, DNAflex, et ensuite nous avons fait la capture. Donc, les sondes ont très bien marché. C'était beaucoup plus finalement simple dans les sondes ciblées que la double capture par notre autre partenaire. Ensuite, nous avons aussi testé les produits pour fabriquer les banques de chez Twist et ne pas passer par DNAflex donc pour tester. Cela a un tout petit peu mieux marché, mais pour notre comparaison, nous sommes restés sur une comparaison. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est une fabrication DNAflex. Donc oui, c'est plutôt simple à utiliser. En tout cas, la partie librairie, bien sûr, Twist est un tout petit peu moins simple que le DNAflex, mais il n'y a vraiment eu aucun souci et ça a marché très bien. Très bien, merci. D'autres questions? Je ne vois pas pour l'instant. Prendre une petite minute si vous avez des questions additionnelles. Bien, pas d'autres questions. On aura l'occasion, on aura un peu de temps en fin de séminaire pour faire peut-être une table ronde ou des questions globales si vous avez le temps, vous, de votre côté. Merci encore, Marc, pour cette présentation. On va passer à la présentation suivante. Donc, je vais passer la main à Bénédicte Roquebert, qui est donc microbiologiste
au pôle infectiologie du laboratoire CERBA et qui va nous présenter une identification et séquençage des virus respiratoires. Bonjour, donc je vais aussi partager mon écran, si c'est OK. Voilà. Donc, bonjour à tous, merci Eric. Je suis ravie de faire ce séminaire avec vous sur ces innovations et surtout des applications en biologie médicale. Donc, vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et donc, je vous présente notre étude plutôt proof of concept sur l'identification et le séquençage des virus respiratoires. Donc, juste en introduction, pour vous rappeler que ces virus respiratoires, ces virus responsables d'infections respiratoires sont nombreux, principalement des virus ARN, hein, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, avec les virus de la grippe, les paramyxovirus, virus respiratoire syncytial, para-influenzae, métapneumovirus, les rhinovirus, entérovirus de Picornaviridae et qui sont plutôt responsables de rhumes banaux comme les coronavirus, jusqu'à cette année avec les alpha-coronavirus, les 229E et NL63, et les bêta-coronavirus OC43 HKU1, auxquels on va bien sûr rajouter cette année dans les bêta-coronavirus le SARS-CoV-2. Il y a également certains virus à ADN, principalement les adénovirus, qui vont être responsables d'infections respiratoires hautes et base, donc en fonction des virus, par exemple, tout ce qui est métapneumovirus, ce sera plutôt une infection basse au niveau des bronches, et pour les pneumonies, le virus influenzae dont on entend parler chaque année, et par exemple les adénovirus et bien sûr le SARS-CoV-2, même si il n'y a pas que des infections respiratoires dues au SARS-CoV-2. Donc, l'épidémiologie jusqu'à 2020. Donc là, je vous partage une étude qui a été réalisée par Benoît Vissot de l'hôpital Bichat-Claude-Bernard, qui a montré en rétrospectif sur plus de 7000 prélèvements entre avril 2011 et 2016, quelle était finalement la distribution de ces virus, dans les infections respiratoires. Et donc, on avait un taux de positivité qui était de 29,2% au total, avec un taux de co-infection de 1,6%. Et vous voyez que ce sont les virus de la grippe et les picornavirus, c'est-à-dire rhinovirus et entérovirus, qui sont responsables de la majorité des infections, bien sûr, bien plus souvent en hiver pour le virus de la grippe. Donc, bien sûr, en 2020, les choses ont changé avec l'arrivée du SARS-CoV-2 et comme vous voyez, l'arrivée avec la première vague au mois de mars-avril en Europe et ensuite l'arrivée sur le continent américain avec énormément de cas rapportés par semaine au niveau de l'Amérique, aussi bien du Nord que du Sud, et cette deuxième vague actuelle en Europe principalement. Justement, en comparaison, on voit que pour la saison 2019-2020 de l'épidémie de grippe, on a cette épidémie de grippe qui s'est complètement arrêtée au niveau des notifications à la semaine 13 ou 14, qui était qui en fait est rapporté par le fait que les personnes ont commencé à avoir les gestes de distanciation sociale et le confinement dans les différents pays, et donc un arrêt de l'épidémie de grippe pile à ce moment-là. Donc, juste pour vous dire aussi que depuis, dans l'hémisphère sud, entre la semaine 18 et la semaine 40, où habituellement on a une surveillance parce que l'épidémie de grippe dans l'hémisphère sud, et durant cette période-là, on n'a pas eu ou très peu eu de notifications de grippe dans l'hémisphère sud, et on ne sait pas encore dans l'hémisphère nord. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de notifications et la surveillance commence à la semaine 40, mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc, en fait, à quoi ça sert de séquencer les virus respiratoires?
Donc, vraiment, au niveau du diagnostic clinique, je dirais que ce n'est pas nécessaire parce que vraiment, on a des techniques de RT-PCR, multiplex ou simplex, mais multiplex, qui sont des techniques rapides et tout à fait adéquates pour le diagnostic biologique, soit du SARS-CoV-2, soit des autres virus respiratoires dans les prélèvements respiratoires chez des patients chez qui on suspecte ces infections. En revanche, les besoins de séquençage des virus respiratoires existent pour justement analyser la quasi-espèce virale en termes d'épidémiologie, comme vous pouvez le voir ici avec les résultats de plus de 4000 séquences sur JZ et l'évolution du virus du SARS-CoV-2 au cours des mois de la pandémie. Pour investiguer certains cas de réinfection, donc ces cas qui restent à l'heure actuelle vraiment très, très faibles en nombre, mais donc c'est très intéressant et à chaque fois dans les publications, il y a eu justement le séquençage des prélèvements. Donc, et pour également essayer d'expliquer des clusters, peut-être en termes de virulence. Donc, par exemple, dans les clusters français au niveau de Haute-Savoie, le CNR a montré que dans certaines, il y avait des délétions qui avaient été retrouvées, bon, sans association du tout par rapport à la virulence, et donc observer ces séquences de virus par rapport peut-être justement à l'association avec la réponse de l'autre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir justement étudier et monitorer les études sur de nouveaux antiviraux, des traitements antiviraux et des candidats vaccins au cours des essais cliniques. Donc, les objectifs de notre étude étaient d'identifier les virus responsables d'infections hautes et basses dans des échantillons respiratoires humains. Donc ça, c'était vraiment important, c'est vraiment notre matrice. Identifier des co-infections lorsqu'il pouvait y en avoir, séquencer, bien sûr, à la suite de cette identification, avoir la séquence du génome total ou de régions d'intérêt de ces virus respiratoires, qui nous permet une analyse des variants viraux et de les comparer à des séquences de référence, et pour offrir, comme je vous le disais, une technique intéressante pour participer au développement des traitements et des vaccins. Donc, pour notre matériel et méthode, les échantillons que nous avons utilisés sont des échantillons qui étaient des échantillons de chez des patients pour lesquels nous avions fait un diagnostic, donc 75 en tout, et qui avaient été conservés bien sûr à moins 80 degrés. Donc, 75, dont 45 qui étaient des échantillons positifs en SARS-CoV-2 par RT-PCR, avec la technique, une des techniques utilisées au laboratoire. Donc là, c'était des échantillons positifs en GenFinder COVID-19 plus RealHump, avec le kit RealHump. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui amplifie les 3 gènes, RDRP, E et N. Donc, on pouvait justement prendre des échantillons avec des CT différents. 11 échantillons positifs pour la grippe A, donc positifs soit en RT-PCR avec le kit Argen Biomérieux pour l'année 2019, soit par culture pour les années 2017 et 2018, dont 2 qui étaient co-infectés par le VRS, 6 échantillons positifs en grippe B avec toujours la RT-PCR Argen ou par culture virale, et 2 échantillons qui étaient positifs en adénovirus par la RT multiplex Argen, dont une co-infection VRS, et nous avions à chaque fois, nous avions en tout aussi 11 échantillons négatifs. Vous allez voir que dans le pool de capture, c'était des pools de 8, et il y avait toujours le dernier, le 8e, qui était un échantillon négatif. Pour notre gamme, on a utilisé les contrôles Twist, qui étaient les contrôles Twist synthétiques SARS-CoV-2, RNA, contrôle 1 et contrôle 2, dont Eric vous a parlé tout à l'heure. Le contrôle 2 étant la souche Wuhan, donc de Chine, et le contrôle 1 étant une souche australienne qui a 3 SNP dans son génome et une délétion.
Pour la méthode, donc en fait, on a suivi le protocole Twist Bioscience pour le Twist Respiratory Virus Research Panel dont Eric vous a parlé tout à l'heure, donc qui est avec un workflow d'enrichissement de la cible par des sondes de capture. Je ne reviens pas là-dessus parce qu'Eric vous l'a présenté tout à l'heure. Donc, il cible 29 virus respiratoires avec en tout 41 047 sondes uniques. Donc, pour la préparation des librairies et ensuite pour les poules de capture, on a fait plusieurs designs. Il y a des designs où on a fait, pour chaque poule de capture, on a assemblé des échantillons indexés en fonction de la valeur de leur CT, donc des CT forts qui correspondaient pour nous à une quantité de virus importante dans l'échantillon, ou un ensemble de CT moyens, donc quantité moyenne, vous voyez ici les CT, avec également des CT faibles. Mais on a fait également des poules de capture avec un mélange en fait, d'échantillons qui avaient soit des CT forts, donc une quantité importante de virus, des CT moyens et des CT, pour savoir si justement il fallait absolument connaître la quantité de virus avant de préparer notre technique, ou si on pouvait, lorsqu'on avait un essai clinique, mettre directement, faire nos poules de capture directement sans connaître la quantité avant. Donc, le séquençage a été réalisé sur un système MySeq Illumina et l'analyse a été faite grâce à l'application NanoWare de LifeTensoft, à l'aveugle, bien sûr, donc avec une approche par assemblage, une approche par alignement, et ensuite les reads retrouvés ont été réalignés aux séquences de référence fournies par Twist, mais on en a également rajouté pour pouvoir rechercher les variants viraux. Donc, en ce qui concerne les résultats, là, vous avez la gamme pour notre contrôle Twist synthétique SARS-CoV-2, donc le contrôle 2, et vous voyez qu'en fonction du titre de virus, on a un nombre de reads vraiment qui est bien correspondant et bien spécifique quand on voit par rapport au nombre de reads qui pouvaient s'apparier avec le SARS. Donc, on a bien du SARS-CoV-2 pour ce contrôle de range et qui suit bien au niveau de la couverture aussi la quantité. Donc, on attendait 144 résultats. 112 échantillons ont pu être analysés après le séquençage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu 32 échantillons pour lesquels on a eu une préparation de librairie qui a échoué. Parmi ces 112 échantillons, on avait vraiment de très, très bonnes qualités pour supérieur à 90% quality control pour 111 sur 112 de ces échantillons. Et on a réussi à détecter les virus attendus dans 99 sur 101 en utilisant l'approche d'alignement. Et ça incluait 2 co-infections sur les 3. Pour le génome, le séquençage du génome et donc la couverture totale, vous voyez qu'on avait une couverture totale du génome supérieure à X pour 76 des 99 échantillons. En revanche, pour une supérieure à 20X, on tombait à 46 échantillons sur 99. Donc, une des premières explications, et Marc en a parlé aussi tout à l'heure, donc c'est vrai que là, vous avez le nombre total de reads pour certains de nos échantillons. Vous voyez que les valeurs de quality control sont très bonnes, mais on voit qu'on a quand même beaucoup de reads humains et parfois plus de reads humains que de reads viraux. Et donc ça, bon, bien sûr, pour l'analyse, on ne prend en compte que les reads viraux, mais on se dit que justement, ça perd, ça épuise la réaction, comme Marc nous l'a dit tout à l'heure, et donc on perd sûrement en sensibilité. Pour les résultats qu'on a pour les échantillons pour lesquels on a obtenu un très très bon résultat, donc là vous voyez par exemple cet échantillon-là avec une couverture de génome de quasiment 100% et une profondeur à 421, on peut à ce moment-là étudier les variants viraux par rapport à une séquence de référence que vous voyez ici, donc avec les positions sur le génome,
la référence nucléotidique, l'allèle muté et la fréquence de cet allèle muté avec la profondeur de chaque position, le gène d'intérêt. Donc, vous voyez que celle-ci est en gras parce que justement, c'est la mutation signature du clade G qui a été responsable de la première vague d'épidémie en Europe. Donc, l'analyse phylogénétique est également réalisable une fois qu'on a justement tous nos échantillons lorsqu'on les a analysés donc phylogénétiquement. Et vous voyez, ça, c'était l'échantillon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, avec en position colorée, à chaque fois, c'est les SNP qu'on a mis en évidence par rapport à la séquence de référence. Voilà, donc on voit qu'il y a une association dans nos résultats entre le score de CT, donc la valeur du CT, et la couverture du génome. Pour des CT sur RDRP avec notre technique de RT-PCR, hein. Donc pour ces CT de RDRP inférieur à 28, on a une couverture de génome qui est supérieure à 99% et une couverture supérieure à 100, supérieure pardon, à 200. Donc cette technique de RT-PCR, malheureusement, on n'a pas la concordance avec la technique du CNR IP2, IP4, car ils ne l'ont pas testé. Et c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir justement à quelle correspondance au niveau des CT était cette RDRP. Pour nous, les essais qu'on a fait au laboratoire Cerba, on voit que c'est une technique de RT-PCR qui n'est pas extrêmement sensible. Donc, ce RDRP jusqu'à 28, ça prouve quand même qu'on peut séquencer des échantillons, le SARS-CoV-2 d'échantillons qui a quand même pas énormément de quantité de virus. On a essayé d'augmenter le nombre de cycles de PCR. Ça permet une augmentation de l'identification des échantillons, du nombre d'échantillons identifiés. Ça augmente également un petit peu la couverture de génome, mais malheureusement, on n'obtient pas de couverture maximale. Ce manque de sensibilité sur l'analyse des variants viraux donc a été montré pour des échantillons qui ont vraiment une faible positivité en RT-PCR. Et donc, et d'ailleurs, je voulais aussi vous dire que pour justement les poules de capture où on avait mis des échantillons indexés avec des concentrations hétérogènes de virus, on a des biais de capture. Ce sont vraiment les échantillons les plus forts qui prennent le dessus sur la capture. Donc, il vaut mieux rester sur le fait. En tout cas, notre technique montre, nos résultats renforcent l'importance du fait qu'il faut avoir quand même la charge virale présomptive basée sur le CT pour faire nos poules. En ce qui concerne les virus de la grippe, donc vous voyez ici le tableau récapitulatif pour vous montrer que sur les 17 virus influençés, on en a identifié 14. Et 12 ont été très bien séquencés, comme vous pouvez le voir ici. Et lorsqu'on rapporte à la valeur des CT, donc là, cette fois-ci, sur la multiplex, PCR multiplex Argen, toutes les RT-PCR, je voulais vous dire, ont été faits sur les mêmes extraits que ceux qui ont été d'ailleurs séquencés. Vous voyez que jusqu'à des CT, jusqu'à 30, finalement, on a de très, très bonnes couvertures du génome du virus. En ce qui concerne l'analyse phylogénétique, donc là, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Eric, on a rajouté des sondes supplémentaires pour les virus de la grippe. Il faut également ajouter beaucoup de séquences de référence par rapport pour les virus de la grippe pour essayer d'être toujours le plus proche possible de la séquence de référence qui concerne le virus. Donc nous, comme on a utilisé des prélèvements qui dataient de 2017, 2018 et 2019, toutes les séquences de référence de la grippe de ces années-là ont été ajoutées aussi bien pour la grippe A, H1N1, H3N2 et pour la grippe B. Enfin, pour les autres virus, parce que vous voyez qu'il y avait 29 virus possibilités d'être identifiés et séquencés. Donc, on a été bien sûr dans la capacité jusqu'à maintenant de tester l'ensemble du panel. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en co-infection, le VRS
dans certains cas, on a une couverture des génomes qui n'est pas assez importante, et dans d'autres, comme dans ce prélèvement-là, on a une très très bonne couverture de génome avec une très bonne profondeur pour un VRS qui avait un CT à 26,53, en co-infection avec un adénovirus qui avait un CT qui sortait plus tôt, mais une couverture de génome moins importante, donc qui peut aussi s'expliquer par la longueur de chacun de ces génomes viraux. Donc, en discussion, pour terminer, on est encore en optimisation de cette technique pour essayer d'augmenter la couverture des virus, et ça justement en essayant de réduire les rides humains dans nos séries. Cette technique pourrait être comparée à d'autres techniques de NGS, comme a pu le faire Marc, pour voir si justement on confirme cette plus grande sensibilité et le fait qu'on n'a pas d'artefacts synthétiques grâce à cette technique d'enrichissement par capture. Les autres virus doivent être testés pour voir si on est vraiment sur un pan virus respiratoire et que tout est bien identifié. Et enfin, ne pas oublier d'upgrader très fréquemment les séquences de référence du virus influenza pour pouvoir les comparer à ce qu'on obtient. Donc, en conclusion, ce protocole de Twist Respiratory Virus Research Panel nous permet une analyse NGS des virus respiratoires à partir d'échantillons de patients, avec de très bons résultats d'identification de ces virus respiratoires, même en co-infection, et un séquençage et une analyse des variants viraux qui dépend de la charge virale. On va essayer en tout cas réussir à augmenter cette couverture de génome, et vraiment dans le but d'identifier des déterminants de résistance sur les nouveaux antiviraux ou des mutants d'échappement aux candidats vaccins. Et juste pour vous dire, là, les deux résultats des premières études, ACTT et Solidarity sur le Remdesivir, n'ont apporté aucune analyse virologique, et c'est bien dommage. C'est pour ça qu'on voudrait vraiment proposer cet outil. Je sais qu'il y en aura dans Discovery, dans l'essai Discovery, et vraiment cet outil est indispensable pour bien comprendre tout ce qui se passe au niveau virologie respiratoire. Voilà, donc je remercie bien sûr l'équipe CERBA, l'équipe de biologie moléculaire génomique qui a vraiment réalisé les différentes manipulations, l'équipe bien sûr de biologie moléculaire infectieuse pour tout ce qui est RT-PCR, nos nouvelles équipes, ou en tout cas des équipes qui se sont agrandies, l'équipe Covid-19 et virologie pour la sélection des échantillons à chaque fois qu'on leur demande de sortir de nouveaux échantillons, et mes collègues Stéphanie Imbukobza, Jean-Marc Costa et Jérôme Salès. Et pour tout ce qui est bioinformatique, l'équipe de Life and Soft, Eric Ginou et Anton Gershoff. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions. Merci Bénédicte pour cette présentation. On a une première question. Quelles sont les méthodes d'extraction des acides nucléiques qui sont utilisées et quels sont les QC sur les échantillons qui pourraient être relevants? Alors, les méthodes d'extraction sont les méthodes, jusqu'à présent, on a utilisé les méthodes d'extraction qu'on utilise pour nos RT-PCR. Donc là, chez nous, c'est principalement, en tout cas pour ce qui est, lorsqu'on amplifie avec la RT-PCR GenFinder, ce sont des méthodes d'extraction Chemagic. Perkinelmer. Et la deuxième partie de la question? Avez-vous noté des QC relevants? Donc, les QC sur les analyses de QC, un choix, c'est ça? Vraiment de très, très bons QC, supérieur à 90%, je vous dis, sur l'ensemble de nos analyses, c'est un prélèvement, je crois. Moi, j'aurais une question. Vous avez testé sur différents virus. À delta de CT équivalent, est-ce que vous avez des efficacités de capture qui sont différentes d'un virus à l'autre? Ou est-ce que vous l'avez regardé ou pas?
Alors, delta de CT équivalent, ça va être compliqué de les avoir malheureusement. Et ça, on va essayer justement d'avoir des quantifications qui sont plus fines si on y arrive, parce qu'on peut vraiment pas comparer des CT d'une technique à l'autre. Et comme actuellement, alors ça va changer avec nos PCR multiplex respiratoires qui vont incorporer le SARS-CoV-2, mais actuellement, malheureusement, ce sont deux techniques de RT-PCR différentes, donc avec des CT qui ne peuvent rien à voir. Donc, je peux difficilement répondre, sauf à cette question, en fait. D'accord. Et au niveau de l'analyse, j'ai mentionné qu'on avait une collaboration avec OneCodex. C'est pas du tout l'analyse que vous avez utilisée. Vous avez un, un pipeline développé vous-même ou vous utilisez une autre solution? En collaboration avec LifeNsoft. C'est Ok. LifeNsoft qui a développé le pipeline avec justement les séquences de référence données par Twist. Nous avons complété avec d'autres séquences de référence venant de GenBank, surtout sur les virus grippaux. D'accord. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Je vois pas d'autres questions pour l'instant. Ouais, j'avais une question aussi sur virus. Vous avez mentionné que pour être efficace en conclusion, ce panel devait évoluer en fonction des variants sur les virus de la grippe. Est-ce que vous avez, moi je suis absolument pas du domaine virologie, euh, de combien de changements parle-t-on sur un nouveau variant grippe par exemple? Est-ce que ça représente combien de pourcentage de variation sur le génome? Vous avez une idée ou... Alors ça va dépendre des années, hein. Ça dépend si on a vraiment des cassures ou des glissements sur ces virus grippaux. Là, actuellement, c'est plutôt des glissements, donc il y a moins c'est moins important en termes de proportion de génome, mais vous voyez en fait, hein, dans les probes qui ont été mises, dans les sondes qui ont été mises, on voit qu'il y en a eu des supplémentaires rien que pour la grippe A et B, donc c'est Mhm. vraiment lié justement à tous ces changements sur ce virus ARN qui mute chaque année, et d'une part, et deuxièmement, non, je ne sais plus, voilà. Donc sur, Le pourcentage, ce sont des variations importantes ou pas en général? non, pour les glissements, ce ne sont pas des proportions importantes. Pour les cassures, oui, ça peut être vraiment D'accord. très, très important. Ce qui Et en explique les fait, nouvelles sondes. voilà, exactement. Et donc, on voit, oui, justement, dans les sondes qui ont été mises, elles prennent en compte, à partir des années 2000, vos virus de la grippe, les Mhm. virus de la grippe. Là, quand on lit ce que Twist a mis comme sonde, ils veulent mettre en évidence de 2000 jusqu'à 2019 dans leur sonde. Et donc, je pense que chaque année, ils feront un nouveau kit en rajoutant des sondes avec Ouais. les virus de la grippe. Alors pour à moitié répondre à la question, on a vu que 10 à 15% de changements sur une séquence, sur une sonde, ont continué à avoir de la capture, puisqu'on a des fragments qui font 120 bases. Et par contre, si on a des cassures avec des réarrangements ou des choses comme ça, si c'est le cas, il y a la possibilité à partir de notre kit de base de rajouter ce qu'on appelle des add-ons ou des spike-in avec de nouvelles sondes pour cibler des nouvelles régions. Donc ça, Voilà, c'est c'est tout à ça. fait faisable. Vous nous aviez dit qu'on pouvait rajouter comme ça en Ouais, add-on tout à pour fait. qu'il y ait encore de la place. Ouais. Ouais. Bah, je pense que pour les virus dépôts, ce sera vraiment très intéressant. Très bien. Bien, bah, écoutez, merci, merci encore. Il n'y a pas de nouvelles questions. Nous allons passer à la dernière présentation, Placide Nbala, du laboratoire de séquençage des pathogènes de département d'épidémiologie en RDC. Donc, on va lui passer la main. Placide, si vous pouvez partager votre écran. Il va nous parler donc Pathogen Genomic Sequencing in the Management of Commitment Outbreaks of Ebola Viruses Disease in Democratic Republic of Congo. La présentation sera en français. Alors, oh, oh.
Alors, merci pour la parole. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ma caméra ne marche pas. On vous Ok. entend. En tout Donc, cas, on vous merci entend pour... très bien et on voit votre présentation. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok, ça va. Alors, merci pour la parole. Ma présentation, bon, je l'ai modifiée un tout petit peu parce que il n'y a pas seulement des épidémies Ebola, mais il y a également plusieurs autres épidémies. Et grâce à ces techniques de séquençage, on a pu joindre euh, comment la technique de séquençage a permis de pouvoir répondre à certaines questions de santé publique et a permis également d'orienter aussi certaines mesures et certaines pratiques de santé publique qui ont permis de très rapidement contrôler certaines épidémies que nous avons eues depuis 2018. Et donc, et là, nous avons, c'est depuis 2018 que nous avons mis en place ce laboratoire de séquençage. Et comme vous pouvez le voir, donc, ce laboratoire, la technique de séquençage nous permet de pouvoir obtenir suffisamment de données. Et ces données permettent au fait d'orienter les mesures de santé publique et de manière à ce qu'on puisse déployer de manière efficace les mesures de santé publique, notamment les tests de diagnostic, les traitements, les vaccins et également les mesures de prévention. Et donc, c'est grâce à ces techniques que nous pouvons très rapidement caractériser le pathogène. Et grâce à cette caractérisation de pathogène, on peut mettre en place les différentes mesures de santé publique. Nous avons utilisé la méthode essentielle, c'est vraiment la méthode ciblée. Et grâce à cette méthode, nous avons pu faire le séquençage en utilisant deux plateformes, notamment il y a le MinION. Donc, on a commencé avec la plateforme Illumina, donc avec le MySeq ou ISeq et ISeq. Et nous avons également utilisé le MinION, qui est une plateforme portable. Et pour le MySeq, nous avons utilisé la plateforme ISeq, qui est la plateforme portable de Illumina. Et cette technique nous a permis d'obtenir des séquences pour pouvoir identifier très rapidement les virus Ebola responsables des épidémies Ebola chez nous et aussi le SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19, de la pandémie et ici chez nous en RDC. Alors, comme technique, nous procédons par la constitution d'une librairie. Et comme vous pouvez voir, donc, nous commençons par l'extraction de l'ARN. Ensuite, on convertit cet ARN en cDNA, on amplifie le cDNA. Et nous procédons soit par la technique des amplicons, c'est-à-dire nous avons des amplicons. Par exemple, pour Ebola, nous avons un pool d'amplicons que nous mettons ensemble, qui nous permettent de pouvoir couvrir pratiquement tous les différentes souches et les différents, si je peux dire, espèces d'Ebola qui ont déjà été identifiées. Et nous procédons également à la technique de capture. Et avec la technique de capture, nous utilisons des sondes qui sont fabriquées par Twist. Il y a des sondes pour Ebola essentiellement, qui nous permettent de pouvoir obtenir de manière spécifique, d'identifier de manière spécifique les espèces Ebola. Et nous avons également des sondes qui nous permettent de pouvoir identifier les virus d'une manière générale. Nous avons utilisé la sonde Ebola essentiellement pour les épidémies d'Ebola. Et vous allez le voir également que nous avons utilisé la sonde des Panviral probes qui nous a permis également de pouvoir identifier d'autres épidémies comme l'épidémie de monkeypox sur des échantillons inconnus.
Nous avons utilisé deux plateformes, comme je l'ai dit tantôt. Donc, la plateforme Illumina avec ISEC, MySEC. Nous avons utilisé la plateforme ISEC, qui est la partie portable que nous avons déployée sur terrain lors de l'épidémie précédente d'Ebola au nord-est de la RDC. Et nous avons utilisé également la plateforme Minayon que nous avons utilisé pour pouvoir identifier l'épidémie de 2018 et que nous avons également amélioré pour pouvoir faire l'identification et la caractérisation des épidémies de cette pandémie de SARS-CoV-2. Alors, comme vous pouvez le voir, ces épidémies proviennent essentiellement de plusieurs éléments. Ça peut être soit un réservoir qui, comme ce sont des zoonoses, c'est un réservoir qui passe, qui transmet, c'est-à-dire qui arbore le virus et dont le virus passe du réservoir vers la population humaine et ensuite déclenche une épidémie. Ou encore, il y a des cas où on a vu qu'il y avait des infections, des virus qui sont restés persistants chez des survivants, par exemple d'Ebola, et qui après ont entraîné une nouvelle épidémie, comme nous allons le voir, ce que nous avons remarqué au cours de cette épidémie de 2020. Alors, il y a eu 3 épidémies pratiquement, si je compte également l'épidémie de 2017, mais entre 2018 et 2020, il y a eu pratiquement 3 épidémies. Donc, il y a la première épidémie, donc la 9e épidémie d'Ebola qui a commencé autour du mois de mai 2018 et qui a pris fin autour du mois de juillet 2018. Et ensuite, l'épidémie, la 10e épidémie qui a commencé, qui a duré pratiquement 2 ans et qui constitue la 2e plus grande épidémie d'Ebola que nous n'avons jamais connue. Et cette épidémie a pris fin pratiquement en juin 2020. Et au même moment, pratiquement en mai 2020, il y a eu la 11e épidémie d'Ebola qui a également été identifiée. C'est grâce à ce laboratoire de séquençage que nous avons pu identifier ces différentes épidémies. Et donc, cette aventure, comme je l'ai dit tantôt, avait commencé en 2018 et grâce à la plateforme Minayon et que nous avons pu très rapidement caractériser le virus qui était responsable de l'épidémie de 2018 et grâce à cette identification, nous avons pu très rapidement mettre en place les mesures de santé publique, comme la prévention et également la vaccination. Et donc là, vous pouvez voir les différents équipements que nous avons utilisés pour pouvoir déployer les équipes sur terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique que nous avons commencé sur place dans notre laboratoire de l'INRB à Kinshasa, mais que nous avons également exporté, si je peux dire, déployé sur terrain sur le lieu des épidémies et qui a permis très rapidement de récolter des échantillons et d'identifier et de pouvoir analyser rapidement sur le terrain. Ceci, très rapidement, après l'épidémie de 2018, il y a eu cette épidémie du Nord Kivu qui a surgi pratiquement au même moment que l'épidémie de l'Équateur. Et la grande question, c'était de savoir est-ce que c'était la même épidémie ou il s'agissait d'une autre souche. Et grâce à cette technique de séquençage, nous avons pu faire la différence et montrer qu'il s'agissait d'une nouvelle épidémie et que c'était une nouvelle souche et que ces 2 épidémies n'étaient pas directement liées. Alors, tout au cours de cette épidémie du Nord Kivu, donc en 2018-2020, nous avons pu utiliser ce laboratoire de séquençage pour pouvoir aider les mesures de santé publique. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons, grâce à cette technique, analysé pratiquement 22% de tous les cas confirmés de cette épidémie d'Ebola, et ce qui nous a permis de pouvoir faire le diagnostic, établir les liens épidémiologiques entre les différents cas, et aussi détecter des cas de réinfection. Comme vous pouvez le voir
le cercle rouge pratiquement au fond de l'écran, c'est en avril, pratiquement 2 jours avant l'annonce de la fin de la déclaration. Oui. Donc, voir s'il s'agissait d'une épidémie, ouais, s'il s'agissait d'une nouvelle épidémie ou d'un cas qui serait venu d'épidémie précédente et qui a entraîné une contamination dans cette zone, ou bien s'il s'agissait d'un cas, par exemple, un survivant qui, après plusieurs mois, a quand même pu transmettre la maladie à d'autres personnes. Et là, on a montré que les individus qui étaient identifiés comme suspects arboraient un virus qui était une souche différente des souches que nous avions déjà détectées en 2018 et aussi pendant l'épidémie précédente au Nord Kivu. Donc, on a pu confirmer, grâce à cette technique de séquençage, qu'il s'agissait d'une nouvelle épidémie. Et pendant l'évolution de l'épidémie, lorsqu'on était autour de, je crois, de 73, donc 73 cas confirmés, nous avons pu obtenir des échantillons pour pouvoir faire une caractérisation encore pour suivre les différents cas. Et là, on a pu identifier qu'il y avait 2 groupes de patients, 2 clusters. Donc, le premier groupe était lié à la souche qui était responsable de cette nouvelle épidémie, donc de la 11e épidémie. Et il y avait 4 patients ou 4 cas confirmés qui étaient liés à la souche qui avait été détectée en 2018. Et donc, on a montré qu'effectivement, pendant cette épidémie, au début, il y avait 2 souches qui circulaient de manière concomitante. Donc, une souche qui provenait certainement d'un cas d'un survivant qui a continué à transmettre la maladie à la communauté, et un autre groupe de patients qui était lié à la souche actuelle. Et cette maladie a pu se propager pratiquement dans 13 zones de santé très rapidement. On a eu des cas isolés et il y avait on a eu un total de 130 cas, dont 119 cas confirmés et 11 cas probables. Et juste pour votre information, il n'y a pas eu de cas jusqu'à pratiquement 40 jours. Donc, d'ici 2 jours, on pourra déclarer la fin de cette épidémie. Et nous avons pu également, en réalisant d'autres séquençages sur d'autres cas à confirmer, on a montré qu'il y avait des cas, parce qu'il fallait montrer s'il y avait de nouvelles réintroductions de la maladie, du fait qu'il y avait plusieurs cas isolés dans des coins reculés, mais on a montré que la plupart de ces cas étaient des cas liés à des souches qu'on avait déjà détectées. En plus de ces épidémies d'Ebola, on a depuis mars 2020, on a identifié le premier cas de SARS-CoV-2 en République démocratique du Congo. Et donc, on a dû gérer ces épidémies en même temps. Et sur cette figure, nous avons un peu l'évolution des cas de SARS-CoV en RDC. Et en bleu, ce sont des cas à la contamination locale, et en orange, la contamination et les cas importés. Et comme vous pouvez le voir, nous avons eu un peu plus de cas importés au début. Et puis, lorsqu'il y a eu déclaration ou fermeture des frontières, nous avons eu plus de cas avec des transmissions communautaires. Et quelques pics que nous remarquons autour du mois d'avril étaient liés aux mesures de rapatriement des compatriotes qui étaient bloqués en Chine, à Dubaï, etc. Et maintenant, ce que nous craignons, c'est qu'avec l'ouverture de frontières et avec la deuxième flambée, qui est actuellement une résurgence des cas importés. Et nous avons également pu, grâce aux premières 128, je crois, séquences que nous avons obtenues de ce virus, on a pu identifier les différentes lignées qui étaient responsables de l'épidémie ici chez nous en RDC. Et la lignée qui était la plus
prévalentes, c'était la B1 et puis B111, qui étaient issues essentiellement d'Europe, Et comme vous le savez, comme les autres pays et les autres continents, l'Afrique a également séquencé plusieurs échantillons chez des patients confirmés de SARS-CoV-2. Et en RDC, on a séquencé, en Afrique, c'est plus de 2500. Et en RDC, on a séquencé à peu près plus de 580 échantillons chez des patients confirmés de SARS-CoV-2. Et plus de 350 ont été déjà soumis dans GZ, sur la plateforme en ligne. Et comme vous pouvez le voir en bleu, ce sont les séquences de la RDC. Les cercles en vert représentent les différentes introductions qu'on a eues en RDC. On a compté autour de 48 introductions jusque-là. Et le cercle en rouge, ce sont des cas de transmission locale. Et cette technique de séquençage nous a permis aussi, comme je vous l'ai dit tantôt, de pouvoir identifier d'autres épidémies, par exemple l'épidémie de monkeypox, où on a été alerté à Kiri, dans une des provinces, dans la province de Maïndomé, une des provinces de la RDC. Il y avait des cas suspects, des cas de décès, au moins 4 cas de décès. Et nous avons pu tenir les échantillons, pré-analyse. Comme c'était des cas de décès liés avec des symptômes hémorragiques, on a pensé que ça pouvait être des cas de virus hémorragique, soit Ebola et autres, mais ces analyses étaient négatives. Alors, nous avons utilisé le séquençage avec la sonde PanViral qui nous a permis de pouvoir identifier le monkeypox. Et donc, là, nous avons pu très rapidement, grâce aux techniques de séquençage, identifier une épidémie de monkeypox. Et ce travail a été présenté récemment lors de la conférence annuelle de l'ASTMH. Alors, comme défi pour pouvoir réaliser ce travail, c'est d'abord ces épidémies concomitantes qu'il faudra gérer avec la même équipe, les mêmes équipements, les réactifs, etc. Et comme vous le savez, la fourniture en réactifs et en équipements est parfois difficile dans nos pays. La maintenance de ces équipements pose parfois problème. Nous avons besoin également de pouvoir renforcer la formation de nos staffs en technique de laboratoire, mais surtout en bioinformatique, et aussi le support pour le déploiement des équipes, du matériel, des équipements dans les zones affectées. Et cela nécessite également des moyens. Et en perspective, ce que nous voulons, c'est vraiment développer également la métagénomique pour nous permettre de pouvoir très rapidement identifier les virus, les pathogènes qui sont responsables des épidémies dans nos populations. Je dis et je vous remercie. Merci Placide pour cette présentation. Avez-vous des questions? J'en vois pas pour l'instant. Moi, j'avais une question. Oui. J'entends quelqu'un parler. On a du mal à entendre, je ne sais pas. Moi, j'avais une question, Placide. Vous utilisez 3 approches. Vous avez dit que vous utilisiez séquençage MySeq avec de la PCR ou de la capture. Et vous utilisez le Ion Torrent. Est-ce que vous les utilisez en parallèle? Quels sont les choix en fait qui vous orientent sur une technique ou l'autre? Qu'est-ce qui vous pousse à faire une technique ou l'autre sur le terrain? En fait, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la rapidité, parce qu'on a vu pratiquement qu'en utilisant l'amplicon sequencing, on réduisait le temps pour la confection de la librairie, et ce qui faisait que en une journée, on pouvait faire pratiquement toute la librairie et charger la librairie au deuxième jour. Et par contre, lorsqu'on utilise nos techniques habituelles avec RNA Access et autres, la technique de capture, on allait jusqu'à peu près 2 jours de librairie si on est vraiment en travail en temps plein. Et le 3e jour, on peut charger
dans l'instrument, dans la machine. Alors ça, c'était d'abord la première chose. L'idée, c'était de voir comment réduire le temps pour pouvoir obtenir les résultats rapidement. Et aussi, lorsqu'il s'agissait de travailler soit sur terrain, soit à Kinshasa. Lorsqu'on travaille à Kinshasa, les conditions sont assez différentes et on peut se permettre de pouvoir réaliser la librairie en 2-3 jours. Mais lorsqu'on travaille sur terrain, les conditions sont assez difficiles. Par exemple, lorsqu'on a déployé les équipes de terrain à Katoa lors de l'épidémie précédente, il était parfois difficile de savoir si on travaille aujourd'hui, est-ce qu'on allait travailler encore demain, parce qu'il y avait tout le temps de problèmes sécuritaires. Et donc, il était important pour nous de pouvoir avoir une technique qui nous permette de pouvoir réduire le temps de la confection de la librairie et obtenir les résultats rapidement. Il y a aussi un autre élément, c'est la disponibilité des réactifs. Donc, lorsque nous avons, parfois on a, comme j'ai dit tantôt, l'approvisionnement réactif parfois pose problème. Donc, si nous avons plus des réactifs pour le RNA Access et autres, en ce moment-là, on peut l'utiliser. Mais si on a plus de réactifs pour l'amplicon, on utilise l'amplicon sequencing. Et cela aussi, nous, on est face à plusieurs fronts. On a les épidémies d'Ebola, on a la pandémie de SARS. De COVID-19, mais on a également d'autres épidémies qui peuvent survenir et pour lesquelles le laboratoire de santé publique a besoin de notre appui. Et pour cela, et parfois on est obligé de pouvoir utiliser nos réactifs, donc on est obligé de pouvoir jauger et voir quelle est la méthode qu'on peut utiliser de manière à utiliser un peu les réactifs avec parcimonie. Voilà. D'accord, très bien, merci. On a une autre question. Avez-vous utilisé la technique de capture couplée à l'Oxford Nanopore? Non, pour l'Oxford Nanopore, nous avons plus utilisé la technique Amplicon sequencing. La technique de capture, on l'a plus utilisée pour la plateforme Illumina. D'accord, très bien. On a une autre question. Quel est le processus de suivi du prélèvement au séquençage? Alors, le processus de suivi, c'est que nous, on est en épidémie, donc les échantillons sont prélevés par des équipes de terrain. Nous faisons la PCR sous les échantillons pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir déterminer s'il s'agit de quel virus et puis aussi la charge virale, ce qui nous permet aussi de pouvoir faire un choix de la technique que nous allons utiliser aussi pour le séquençage. Donc, lorsque nous avons des échantillons avec de valeur CT en moins de 25, moins de 20, on se dit que c'est très rapide, on peut obtenir des couvertures importantes par rapport à ceux qui ont des CT un peu plus élevés. Et de l'autre côté, c'est que ces échantillons, lorsqu'ils arrivent, si le séquençage va se faire sur terrain, c'est-à-dire automatiquement, lorsque nous recevons l'échantillon sur terrain, après PCR, l'extraction, on réalise l'extraction de l'ARN, le cDNA et nous faisons le séquençage directement. Mais si ça va se faire à Kinshasa, donc à plusieurs kilomètres du site où survient l'épidémie, donc il faudra aussi mettre en place comment je peux dire, un moyen pour pouvoir transporter ces échantillons en bonnes conditions jusqu'à Kinshasa où le séquençage pourra se faire. Voilà. D'accord, très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, pas d'autres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas pour l'instant. Bien, écoutez, merci Placide pour votre temps et pour cette présentation. On va prendre 2-3 minutes si vous avez des questions plus globales. On avait une question à laquelle on n'avait pas répondu, c'était pour Marc Monod. C'était la question, y avait-il eu des regroupements d'échantillons en fonction des CT pour faire les captures? Marc, je ne sais pas si vous êtes encore là, si vous voulez répondre. Alors oui, je suis là. Oui, on a regroupé par 4 pour faire les captures, donc par groupe A, B, C, D, échantillons à 25, 29, 33, 35 et 36+. On a aussi essayé de multiplexer plus
parce que les kits de capture permettent de capturer un pool plus dense. Et on a pris les 10 qui ont donné des résultats, donc, et on a multiplié par 10, et on a vu que la capture se passait très bien. Donc, nous, à la plateforme, on multiplexe pour les captures jusqu'à 12 ou 16, et des fois un petit peu plus en fonction des projets. Voilà, en tout cas, ça marche très bien. Les sons ne sont pas limitantes dans ces cas-là. Très bien, merci. Avez-vous d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Bien, pas pour l'instant. Écoutez, je pense que les questions, soit vous pouvez nous les envoyer et puis on les transmettra aux différents intervenants. Il n'y a pas de souci. Je voulais remercier nos 3 intervenants, Bénédicte, Marc et Placide, pour leur présentation et la qualité de leur présentation. Remercier aussi bien sûr toutes les personnes qui se sont connectées et qui ont participé à ce premier séminaire, pour moi, premier séminaire digital. Vous allez recevoir un survey, une enquête de satisfaction en quelque sorte sur ce séminaire. Si vous avez 2 minutes pour y répondre, ça serait parfait. Voilà, écoutez, merci encore à tous et puis je vous souhaite une bonne journée.